c'est à toi. Donc là, tu dois expliquer ce qu'on fait avec la seconde révolution quantique. Alors, bon, le premier truc, c'est un ordinateur quantique, ça ressemble à ça, mais enfin, là, il n'est pas en entier, les ordinateurs sont plus grands, il y a beaucoup de parties. On va le voir tout à l'heure. Mais on va voir tout à l'heure, oui, j'explique pas bien expliquer dans quelques minutes. Ensuite, bon, la communication de cryptographie quantique, Fanny en a parlé, mais donc ça s'appuie sur la photons. Voilà, et en gros, je pense que tu vas l'expliquer. Tu as deux ordinateurs quantiques qui parlent, mais tu peux pas voir ce qu'ils font, donc c'est protégé. Donc ça permet de protéger les données. Bon, la métrologie quantique, par exemple, les radars et sonars quantiques, ça permet de détecter l'eau sous terre ou des sous-marins dans l'eau. Et bon, l'image médicale, j'en ai parlé juste avant, mais en gros, on utilise des choses qui s'appellent les quantum dots. Et ça permet une meilleure colographie de l'image. Et précision. Précisée, oui, c'est plus précis aussi. C'est mieux, quoi. Tu prends n'importe quoi qui existe, tu rajoutes quantique derrière, et c'est mieux. C'est plus précis. L'idée, c'est d'être beaucoup plus précis. C'est pas comme IA où en fait c'est beaucoup de marketing, mais quand on est quantum, pour l'instant, c'est pas mal. Dans d'autres cas, parce qu'il y a des cas où c'est du pipeau. Hein. Bon, on va voir. On a même un test. Alors, on a un test pour vous. C'est moi qui ai fait sur le truc. Donc on a un test pour vous justement. Là c'est une pub pour une télé. Une pub pour une télé, c'est un peu russe parce que la salle est vide, bon, c'est pas clair. Donc là c'est une pub pour des télés, alors c'est en russe parce que Olivier a dû trouver que le truc en russe. C'est une image en russe. Mais c'est pour une télé Samsung et on parle de quantum dots. Donc est-ce que vous pensez que ça existe ou pas les quantum dots dans les télés? Et que c'est vraiment quantique ou pas? Alors, non? Qui dit non? Qui dit non? Qui dit oui? Alors, qui dit non? Voilà. Qui dit oui? Alors? Et bien en fait, si, parce que les quantums, c'est quoi? C'est des photons, c'est tout petit. Donc là, pour le coup, c'est pas du mauvais marketing, c'est du vrai marketing. Alors, on a un deuxième exemple. Je peux expliquer comment ça marche, on n'a pas le temps. Non, là on n'a plus le temps, tu as déjà trop parlé, on va être en retard et elles vont avoir faim. Le suivant. Le Firefox Quantum. Est-ce que vous connaissez Firefox? C'est un navigateur internet, c'est comme internet, voilà. Les plus Chromecast, Safari, des choses comme ça. Est-ce que ça peut exister un navigateur quantique? Qui dit oui? Qui dit oui? Qui dit non? Qui dort? Bon, en fait, là, pour le coup... Vous avez bien vu. Là, c'était juste pour dire, ouais, il va être vachement plus rapide, mais en fait... Alors, un processeur, le quantum, il est beau d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas dans les télés C'est dans une télé, ouais. C'est dans les télés de Samsung encore. C'est dans les télés de Samsung. Donc le quantum processor. Le quantum processeur, est-ce qu'il est quantique? Non. Alors, qui dit oui? Qui dit non? Voilà. En fait, tout le monde a raison. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça utilise des transistors. Donc, les transistors, ils utilisent la mécanique quantique à l'ancienne. Mais par contre, ce n'est pas un ordinateur quantique comme ce qu'on a qui utilise le contrôle unitaire de photons individuels ou d'électrons individuels. Donc en fait, on est entre les deux. C'est vrai au sens historique, mais c'est faux au sens de l'informatique quantique de jour. Et le dernier, ceci. C'est une lessive. Non, c'est pour le lave-vaisselle, c'est facile lave-vaisselle, c'est comme la lessive. C'est normal, c'est voilà. Une lessive pour la vaisselle. Et là, il y a encore des différences garçon-fille où on n'y arrive pas. Et je la mets la capsule tous les jours. Hein. Donc la fameuse capsule. Donc ça, est-ce que ça peut être quantique? Oui. Oui. Qui dit oui? Bah, en fait, non, c'est de la lessive. Non, c'est juste parce que ça faisait joli de mettre finish quantum, c'est du marketing. Mais voilà, on n'utilise pas de la lumière pour nettoyer le... Donc, quand vous étudierez la question un jour peut-être, vous saurez faire la distinction entre le pipeau et le pas pipeau. J'en ai un ami, le quantum soda, qui vous rend ultra intelligent et qui vous fait grossir 1000 fois plus vite et plus rapidement. Le cerveau ou le reste? Je sais pas, c'est comment tu dis obèse. Alors ça, c'est tiré d'un jeu. Est-ce que vous saurez quel jeu c'est? C'est Fallout 4. Bon, est-ce que c'est quantique ou pas? Bah non. C'est juste joli, hein. C'est mis sur une étagère pour les gamers. Voilà. Alors, ça, l'architecture de l'ordinateur quantique, c'est à qui? C'est moi, ça? C'est toi, ça. C'est un truc casse-pied, c'est pour toi. C'est toi qui as les grands amis, le truc casse-pied. Le truc casse-pied. La base de la base de la base d'un ordinateur, qu'on n'apprend pas à l'école en général,
c'est que ça manipule le niveau d'information le plus simple qui existe, c'est 0 ou 1, qu'on appelle les nombres binaires. Vous avez entendu parler de nombres binaires un petit peu? Voilà. Et les nombres binaires, on les manipule à ce qu'on appelle l'algèbre booléenne, c'est-à-dire on additionne des 0 et des 1, on multiplie des 0 et des 1, et en fait tout le fonctionnement des ordinateurs traditionnels consiste à manipuler des 0 et des 1 à bas niveau. À la fin, ça fait des additions, des multiplications d'entiers ou de nombres flottants, et à la fin, ça fait tous les calculs qui servent à tous les logiciels. Donc c'est vraiment la couche la plus basse de l'ordinateur. Et les 0 et 1, ils ont des caractéristiques, c'est qu'en général, c'est un courant qui passe ou qui ne passe pas dans un transistor. C'est facile à mesurer, et en général, il n'y a pas beaucoup d'erreur. Soit le courant il est là, soit il n'est pas là, et on ne risque pas trop de se tromper. Donc en fait, il n'y a pas d'erreur, et dessus, on peut mettre de la logique, et tout va bien. L'ordinateur quantique, lui, il s'appuie sur des petites bêtes, qu'on appelle les qubits, qui s'appuient sur des particules quantiques, et qui ont cette caractéristique, c'est qu'ils peuvent être 0 et 1 en même temps. C'est un peu perturbant, parce que si c'est en même temps, comment on les sépare, quoi. Donc c'est ce qu'on va voir. Et alors, c'est rigolo parce que, bon, ils sont en même temps en 0 et 1. Alors, pour représenter l'état d'un qubit, en fait, on utilise des vecteurs et une représentation qui ressemble à ça. Ça, c'est une version humoristique du truc, pour représenter le vecteur. En fait, pour décrire l'état de ce vecteur, il faut un nombre flottant, un nombre complexe. Alors ça, c'est des concepts que vous ne connaissez pas forcément encore pour les nombres complexes. Dessus, on applique des portes quantiques, on verra tout à l'heure. Et quand on veut lire l'état du qubit, là, on obtient 0 ou 1, mais de manière aléatoire. Donc, en gros, vous avez un machin qui est en même temps 0 et 1, vous le bidouillez, et à la fin, vous mesurez, et ça vous dit 0 ou 1, mais en fait, ça peut être n'importe quoi. Donc, faire des calculs avec ça, vous dites, c'est quand même pas évident. et pourtant, c'est la base du Schmidt. Hein, la base. C'est la base, et vous allez voir tout à l'heure la magie qui permet de faire des calculs avec tout ça. Alors, en fait, on utilise, pour faire des calculs quantiques, les propriétés des particules qu'on a vues tout à l'heure. Ces propriétés un peu magiques quantiques. Alors, on va utiliser la superposition. La superposition, c'est ce qui permet d'avoir une information interne dans le qubit qui superpose le 0 et le 1. Et on fait des choses magiques avec. L'intrication, qui est cette capacité à rendre une particule dépendante d'une autre, on va l'utiliser pour faire des liaisons entre les qubits. Pour dire, tiens, celui-là, on va modifier son état en fonction d'un autre qubit. Une logique conditionnelle. Et puis le dernier, la dualité de particules, ça va permettre de gérer des interférences dans les calculs. Donc au lieu de faire des calculs classiques avec des additions, des multiplications, on va dire, tiens, on va rendre ce qubit et on va le faire interférer avec un autre, et ça va gérer ou des annulations ou des amplifications d'informations. Et alors je vous vois les yeux écarquillés, et bien en fait c'est avec ça qu'on va inventer de nouveaux algorithmes pour trouver la solution aux problèmes mathématiques qu'on a vu tout à l'heure. Optimiser un parcours, découvrir comment une molécule fonctionne. C'est avec ces trucs-là qu'on va faire des algorithmes. Il faut vous dire que les gens qui apprennent à programmer chez Magic Makers et ailleurs avec les techniques d'aujourd'hui de programmation, pour faire la programmation là-dessus, tout réapprendre. On part de zéro et on apprend tout. Ça ne veut pas dire que c'est périmé, hein. C'est bien d'avoir des zones de programmation traditionnelles, mais ça c'est entièrement différent. Je t'inviterai plus souvent. Voilà, Non, d'ailleurs, on va voir que ça sert encore. Ça sert encore, oui, ça sert encore. On va voir quand on a. D'ailleurs, c'est à toi. Voilà, c'est à moi. Alors vous allez voir que, évidemment, on va être un peu plus par là, comme ça j'ai resté dans ton cadre, que ça évite de bouger. Évidemment, ça aurait été trop facile s'il n'y avait qu'un seul type de qubit. C'est un peu comme le sucre, il y en a plein de sortes. Il y a le sucre roux, il y a le sucre blanc, il y a le sucre, le maple syrup, tout ce qu'on veut. Et bien là, on a pareil, on en a au moins une dizaine, mais en fait là on en a surtout 7-8 qui sont beaucoup utilisés. Donc un des plus utilisés, c'est les supraconducteurs. Donc en fait, on simule une super petite particule en faisant dans un cercle circuler de l'électricité dans un sens ou dans l'autre, et ça fait le fameux 0 ou le 1, et comme ça va très très vite, ça est dans les 10 états en même temps. La supraconductivité, c'est un phénomène qui veut qu'à très basse température, il n'y a pas de résistance électrique. Donc le courant, il circule sans être super bien, comme dans un super mouvement à vie ultra rapide. Les photons, on a vu donc tout à l'heure, qu'il y a les différents types de positions. Le spin d'électrons aussi, le fameux positionnement magnétique nord-sud en même temps. Les cavités de diamant, on va parler de rentrer en détail. Vous verrez que c'est beaucoup les photons, les supraconducteurs et les spins électriques qui sont utilisés. Le fermion de Majorana, vous entendrez sûrement parler un petit peu parce que c'est une technologie qui est utilisée par Microsoft. Alors, en tout cas, eux, ils sont décidés de se baser là-dessus parce que mathématiquement et sur le papier et théoriquement, ce serait le meilleur qubit qui permettrait les meilleurs résultats. Alors, il y a une petite blague là-dessus, c'est qu'en fait, on a un peu aussi, par la théorie de Lipschitz, c'est
ils savent qu'il existe, a priori, théoriquement, parce que c'est un peu comme s'ils avaient trouvé une bouteille de bière et qu'on savait qu'il y avait de la bière dedans parce qu'il y a écrit bouteille de bière dessus, mais en fait, on n'a toujours pas vu la bière. Ils n'arrivent pas à voir leur fermion et l'utiliser. Donc du coup, ça bloque leur recherche, mais en tout cas, s'ils finissent par le voir et pouvoir l'utiliser, ce fameux fermion, ça, ils auraient le meilleur qubit et ils pourraient gagner du coup une meilleure course pour faire le meilleur ordinateur quantique. Voilà, donc ça c'est un La petit raison truc pour laquelle intéressant. on n'arrive pas à le voir, c'est que ce n'est pas une particule comme un électron, c'est un comportement d'électrons dans certaines conditions, à très basse température, dans un fil de cuivre, enfin dans un fil conducteur, et donc c'est ce comportement-là qu'on a du mal à reproduire. Voilà, et mathématiquement, ça se prouve que ça existe, mais on n'arrive pas à le voir et à le faire. Et là où l'histoire des sciences est fascinante, c'est déjà arrivé avec la théorie de la relativité, c'est déjà arrivé avec les ondes gravitationnelles qui ont été inventées en gros par Einstein en 1915, et dont on a vérifié l'existence avec un instrument de mesure qui a été construit aux États-Unis un siècle après. Et le fermion Majorana, il a été conceptualisé par Majorana et Ettore Majorana, qui est un Italien, en 1937, et là on est en train d'essayer de voir s'il existe. Et peut-être qu'un jour on verra qu'il existe, et on arrivera à faire quelque chose avec. Donc ça montre le côté très long terme des sciences. Parfois il faut être patient. Il y a des gens patients qui sont capables de transmettre comme ça le bâton de la course au relais de la recherche pour aller jusqu'au bout d'une démarche qui, dans certains cas, peut durer. Voilà, il y a des gens qui ont réussi à trouver un concept ou une idée, et puis en fait, c'est quelqu'un qui reprend avec un cerveau qui va arriver avec un nouvel angle de vue, qui va finalement aboutir la chose, ou qui va en faire une deuxième étape. Il va falloir 3, 4, 5 personnes, et finalement, des fois, c'est la 10e personne qui fait le résultat final, dont on va peut-être mieux retenir le nom, mais en tout cas, voilà. Alors l'architecture, voilà. Vous allez voir, c'est plein de parties, mais ce qu'il y a d'intéressant, et là, la première chose vraiment, et le premier truc qu'il va falloir oublier, c'est de se dire l'ordinateur quantique va remplacer l'informatique classique, donc vos ordinateurs actuels. Pas du tout. Ça ne va pas devenir un super ordinateur plus intelligent, etc. Parce qu'il faut un ordinateur traditionnel en entrée et en sortie pour envoyer les données à l'ordinateur quantique, qui en fait va être une espèce de super coprocesseur qu'on appelle un GPU. Donc voilà. Dans le cas du GPU. Voilà, donc là, c'est là où on va rentrer les petites données, vous avez la console électronique. On va faire passer les petits algos dans les portes quantiques et calculer tout ça, donc bouger tous les petits qubits qui vont être par là, les faire passer par des registres. On va refaire les mesures et on va ressortir le résultat. Tout ça, il y a toute la partie quantique qui va être donc, ce qu'on appelle le fameux GPU quantique. Et tout ça, c'est encore à l'intérieur, la plupart du temps, dans une enceinte réfrigérée, vous allez voir très très froid, parce qu'il ne faut pas que ça bouge de trop, qu'il y ait des interférences pour que ce soit le plus stable possible. Donc voilà à quoi ressemble un ordinateur quantique en schéma. C'est plusieurs parties, il y a plein de petits numéros qui vont apparaître, et on va rentrer dans le détail pour vous expliquer un peu comment ça marche. Ou pas. Bah, je n'aime pas celle. Ah, tu l'aimes pas? Tu veux que je la passe? Non, je vais essayer. Donc vous avez dans l'ordinateur classique à gauche et à droite l'ordinateur quantique. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est là par exemple le chiffre 101 sur un ordinateur classique, ça donnerait n égale 3, et on rentre jusqu'au ces fameux 0 et 1, ça donne un chiffre fixe qui est égal à 5. C'est 5. Voilà, c'est 5. Non, n c'est le nombre de bits que tu mets côte à côte, Ouais. et 101 en binaire c'est 5, c'est 1 plus 4. Voilà. Et là par exemple, moi j'ai un autre chiffre en binaire, c'est juste c'est mon prénom. C'est plus facile à retenir. Dans un registre quantique, le problème c'est que les mêmes 3 chiffres, ils ont plein de combinaisons possibles. Donc du coup, ça va complexifier un petit peu l'entrée de données et ça va donner aussi beaucoup plus de résultats à la fin. Enfin, là, ça donne plus de résultats. En fait, quand on fait un calcul sur un ordinateur classique, on définit un chiffre, c'est un nombre binaire, et dessus on fait une opération. Et ça donne un Une résultat. addition, une soustraction, une multiplication. Ça, c'est comme ça qu'on fait du calcul aujourd'hui sur un ordinateur. L'ordinateur quantique, il a une caractéristique, c'est quand on prend n égale 3 ici, et ça peut être n égale 1000, hein, on va avoir toutes les valeurs possibles qui vont coexister en même temps dans ces fameux qubits, et dessus, on peut faire le même calcul en même temps. C'est de là que vient la puissance du binom. Alors, là, quand n égale 3, c'est pas impressionnant, parce que n égale 3, ça fait 8 possibilités. Maintenant, mettez n égale 2048, et faites le calcul de 2 puissance 2048. Ça fait genre plus de particules qu'il y en a dans l'univers, ça fait des nombres extraordinairement élevés. Et le jour où on sera capable de faire ça, en fait, on sera capable d'avoir un nombre absolument phénoménal de chiffres comme ça, sur lesquels on fait le même calcul.
Alors parfois, le calcul, il consiste à trouver... En fait, le calcul, il sert à trouver un chiffre qui vérifie une formule particulière. Vous voyez, vous cherchez une valeur. Et vous êtes obligé de tester toutes les valeurs pour trouver la bonne valeur. Donc on va pouvoir tester un calcul donné sur plein de valeurs en même temps pour obtenir le résultat qu'on cherche. Et c'est ça la magie de l'ordinateur quantique. Ça va, vous voyez un peu le truc, hein? Ça commence à piquer un peu les ça pique un peu les neurones, mais hein. on fait le même calcul sur toutes les valeurs en même temps. C'est ça le principe de base. Alors bon, là où ça devient compliqué, le problème, c'est que dans les ordinateurs, donc on sait que c'est évaluable et qu'on a un résultat. On peut les copier, quand on copie sur une clé USB, etc., on transfère les données sans problème. On peut les effacer aussi, la clé USB par exemple, ou le disque dur, ça pose pas de problème. Quand on les lit en cours de route, on arrive à pouvoir lire les calculs qui s'y passent. Et puis le résultat, il est déterminant. Quand j'ai n égale 3 et que c'est 101, je sais que c'est 5 et c'est pas autre chose, ça ne pourra pas être 7 qui sortira. Le problème dans l'ordinateur quantique, c'est que c'est partiellement évaluable parce qu'on n'a pas du coup ce fameux résultat définitif, que c'est incopiable indépendamment, on ne peut pas copier sans écraser ce qui se passe avant, c'est ineffaçable non plus. Si on lit le calcul en cours de route, ben on le fausse, donc on fausse le résultat, donc on ne peut pas lire le résultat pendant qu'il est en train de se faire. On peut lire qu'à la fin. On peut lire qu'à la fin le résultat. Et c'est probabiliste parce que comme il y a plein de résultats, il va falloir détecter une tendance qui va donner le résultat final, mais on n'a pas un résultat fiable à 100%, comme voilà. Vous allez dire, pourquoi tout ça? Ça n'a pas l'air d'être si mieux que ça. Et celle qu'on suit, c'est la partie la plus nulle. Quand on travaille sur l'ordinateur classique, on utilise ce qu'on appelle des portes logiques. Ça, c'est l'électronique. On apprend ça quand on fait des cours d'électronique dans le supérieur, dans l'école d'ingénieur. Donc l'électronique, c'est on utilise ce qu'on appelle des portes logiques ici, avec des tables de décision ici. Donc si telle valeur est à 0 ou à 1 d'un bit et d'un autre 0 à 1, ben, on donne tel résultat. Et c'est en cumulant des milliards d'opérations de ce type-là à la queue de nœud qu'on obtient les calculs qu'on fait dans les ordinateurs aujourd'hui. Donc ça, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Avec une caractéristique un peu bizarre, c'est que les transistors, pour faire une porte NAND qui est un et logique inversé, on a besoin de quelques transistors. Et comme on sait bien fabriquer ce truc-là avec des transistors, ce qu'on fait, c'est qu'on convertit toutes les autres portes logiques avec des combinaisons en une seule porte, en plusieurs portes NAND. Donc ça, c'est de la mécanique. Là, ce sont les gens qui font de l'électronique qui savent faire ça. Mais nous, en tant que développeurs, en tant qu'utilisateurs, on a besoin de savoir ça. Heureusement d'ailleurs, hein, parce que la quasi-totalité des gens qui font de la programmation ne savent même pas comment marche un transistor ou un ordinateur dans le processeur. Alors, quand on passe à l'ordinateur quantique, ça devient un peu plus compliqué. Le modèle mathématique change. Au lieu de dire on fait des tables logiques comme ça, en fait, on utilise un champ complet des mathématiques qu'on apprend dans le supérieur, qui est l'algèbre linéaire. En gros, c'est du calcul matriciel. Il y en a qui ont déjà fait des algèbres linéaires, parce que maintenant c'est en terminale, hein, l'algèbre linéaire. En terminale aussi? Ouais, voilà. ils ont avancé. Donc en fait, on fait de l'algèbre linéaire qui manipule des matrices et des vecteurs, et c'est des matrices et des vecteurs qui ont une caractéristique, c'est qu'on utilise dedans en plus des nombres complexes, qu'on n'apprend peut-être pas encore en terminale. Si, on fait en terminale, donc le nombre complexe, c'est les nombres qui intègrent un i avec i au carré égale -1, et on fait des bidouilles comme ça. Et donc, quand on veut par exemple prendre l'état d'un qubit et changer son contenu, il y a des portes qui ressemblent à ça, ce qu'on appelle des portes quantiques. Ben, en fait, c'est une multiplication d'une matrice. Alors, je ne vais pas trop détailler ça, mais je vais vous expliquer un truc vachement intéressant, c'est que ces matrices-là, quand on les multiplie, elles sont réversibles. C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez un état d'un qubit, vous changez son état, vous pouvez revenir en arrière. Vous allez dire, ça sert. Bon, il se trouve qu'en fait, on peut avancer dans le calcul et on peut revenir en arrière sans perdre d'informations. Alors que si, par exemple, si vous faites une addition de deux chiffres, je vais faire 2 plus 3, ça donne 5. Mais est-ce qu'il y a plusieurs façons de faire A plus B égale 5? On a plusieurs. 1, 2, 3, vous avez au moins 2 ou 3 possibilités. Donc, on perd de l'information quand on fait un calcul arithmétique classique avec les méthodes qui sont là. Là, on ne perd pas d'information. On peut revenir en arrière. Et l'intérêt, il est complètement contre-intuitif. L'intérêt, c'est que ça permet de revenir complètement en arrière sur le calcul, de revenir à zéro et de consommer très peu d'énergie. Parce que moins on détruit d'informations, moins on consomme d'énergie. Et c'est le truc magique de l'ordinateur quantique, c'est qu'en revenant en arrière, on obtient un système qui consomme très peu d'énergie. Alors, maintenant, je vais essayer de vous expliquer le schmitt du calcul. Ça, c'est le truc, c'est le dernier. Hein. Après, ça va se calmer. Après, on parle de frigo, c'est plus simple.
Donc là, au lieu de prendre 3, j'ai pris 8. 8 qubits qui sont côte à côte dans l'ordinateur. Donc là, je vais avoir 2 puissance 8, donc 256 valeurs qui qui peuvent cohabiter dans l'ordinateur. Quand on initialise en général un ordinateur quantique, on met tout à 0. Pas compliqué, hein. En gros, on électrocute les qubits et ils se mettent à 0. En gros, ils se mettent de garde à vous, 0. Donc si on est à 0, bah, en fait, on n'a que des 0, on n'a que le 2. Donc la valeur du registre, c'est 1. C'est 100% de possibilité pour ces valeurs-là et 0 de possibilité pour tous les autres, puisqu'on a tout mis à 0. Ça va? En fait, le 1, c'est une probabilité. C'est le poids. J'ai fait un poids par rapport à 1. Maintenant, appliquons dessus une magique porte de Hadamard. La porte de Hadamard, c'est celle qui dit mets-toi en superposition 0 et 1. Donc tu mets autant de 0 que de 1. Donc tu joues, tu jongles 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et donc qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver à une situation où, comme on a autant de 0 que de 1, toutes ces valeurs-là, les 256 qui sont là, elles sont au même poids en superposition. Donc on divise 1 par 2 puissance 8, 1 par 256, elles ont toutes la même probabilité d'exister. Ça va? Normalement ça devrait aller. Si ça ne va pas, vous me dites. Hein. Donc maintenant vous dites, ok, so what, ça ne sert à rien, ils ont toutes la même valeur, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, c'est là où les créateurs d'algorithmes font des choses extraordinaires, c'est qu'ils utilisent des portes quantiques qui vont bidouiller avec du calcul qui est fait sur toutes ces valeurs en même temps, pour faire en sorte que le poids de ces valeurs-là soit modifié, pour qu'à la fin des calculs, il y en ait une qui ressorte et qui soit la réponse à la question qu'on se pose. Et cette valeur-là, c'est une combinaison de 0 et de 1. Là, j'en ai pris une vers la fin pour vous montrer le truc. Donc en fait, on fait des calculs sur toutes ces valeurs-là en même temps pour modifier leur probabilité pour qu'à la fin, il y en ait une qui ressorte à la fin. Donc quand les gens vous disent, parce que vous allez le voir dans la presse scientifique, ils vont vous dire que c'est magique l'ordinateur quantique, on a une mémoire extraordinaire parce qu'on a toutes ces valeurs en même temps. À la fin, en fait, on retombe sur une seule valeur. Mais l'intérêt, c'est qu'on a fait des calculs sur toutes les valeurs en même temps pour en faire ressortir qu'une seule. Alors il y a un théorème qui dit, d'ailleurs, le théorème de Hollywood, qui dit que c'est impossible d'avoir plus d'informations qu'une seule de ce type-là. Donc voilà. Comment elle ressort Comment on la mesure ou comment elle ressort? Pas la bonne réponse, comment c'est que celle-là? Ah, c'est une très bonne question. Ben, c'est la conception de l'algorithme qui veut et l'expérimentation. Donc il y a quelqu'un qui dit, tiens, ce serait marrant, on pourrait faire comme ça. Il le teste à petite échelle. Parfois, on peut l'émuler sur un ordinateur normal pour voir à quoi ça ressemble dans un ordinateur normal, mais plus lentement. Et une fois qu'on l'a fait beaucoup de fois, qu'on l'a expérimenté, on sait que ça va donner le bon résultat. Mais c'est aléatoire, c'est vrai ou pas? C'est bien, t'as raison de te poser la question. Bah nous, au fur et à mesure, on saura dire que ça marche bien. Je ne sais pas si je l'ai répondu, mais on appelle ça « ayez confiance ». Mais non, mais t'as des milliers d'heures de mathématiciens et de physiciens qui te disent « bah oui, c'est le bon résultat ». Mais t'as quand même, sans le savoir, t'as découvert un truc important. C'est en vrai, ce qui se passe, c'est qu'il y a des erreurs qui se produisent dans les calculs. Les erreurs viennent du fait que les opérations qu'on fait là et qu'on fait là, elles ne sont pas parfaites. Et elles ne modifient pas l'état des qubits de manière parfaite, et il y a l'introduction de ce qu'on appelle du bruit, qui est une sorte de taux d'erreur. Et c'est ce qui fait qu'à la fin du calcul, en fait, on n'a pas 0 et 1 ici, en fait, on a un petit pourcentage ici, et un pourcentage proche de 98% là. Alors le problème, c'est que si on s'amuse à mesurer, et qu'on tombe, manque de bol, dans le 2%, qui n'est pas le résultat qu'on veut, on aura un mauvais résultat. Tu vois le truc? Donc qu'est-ce qu'on fait? En fait, on mesure plusieurs fois, on fait plusieurs fois le calcul, on mesure le résultat plusieurs fois, et on fait la moyenne du résultat pour être sûr d'être proche de la valeur qui est là. Pour éviter de tomber dans le taux d'erreur. C'est là où on dit que c'est une probabilité. C'est la probabilité. C'est ce qui va se passer le plus souvent. Je crois que j'ai une question avant. C'est toujours ce nombre qui tombe ou Est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres qui tombent? Donc, la question que tu poses en langage mathématique, c'est est-ce que c'est déterministe? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est tout le temps le même résultat? Normalement oui, mais je pense que ça dépend. Ça dépend des algorithmes. Il peut y avoir des cas où c'est aléatoire, mais en général, ce qu'on cherche, c'est d'obtenir un résultat qui est unique. Mais il peut y avoir par exemple des équations qui ont plusieurs solutions. Donc si une équation a plusieurs solutions, peut-être qu'il pouvoir donner plusieurs valeurs différentes. Si l'équation est dite déterministe, c'est-à-dire s'il y a un seul résultat, par exemple, si tu prends un nombre entier premier qui est multiplié par un nombre entier premier, il n'y a qu'une solution. Il n'y a pas plusieurs combinaisons. Tu vois? Donc ça dépend du problème qu'on veut résoudre. Voilà.
Et le sens du traitement, c'est de gauche à droite. Hein. Mais ça, c'est compris. Hein. T'as pas d'exemple d'algorithme? Si, après. Ah oui, Ouais. Alors, l'autre truc rigolo, si on veut, c'est que quand vous avez un circuit électronique, dans un circuit électronique, c'est... Ah, c'était pas moi? Ah non, merde. Elle est en train de s'écraser sur Non, sa vas-y, chaise et allez, se dire Tara, je suis c'est bon, sauvée. c'est à toi. Mais Tara, parle un peu. Allez, à toi. Monsieur, il va trop Ça bouge pas. Non, en fait, dans les portes classiques, l'information circule, et donc on donne des 0, des 1, et à la fin on a des 0, des 1. C'est des petits courants électriques qui passent à l'intérieur des transistors. C'est vraiment ce qu'on fait actuellement dans vos ordinateurs et dans vos téléphones. Là, on lui donne plein de valeurs au début, que des 0, à la fin ça va nous donner des 0, des 1, mais les qubits ne bougent pas, et les portes qui s'appliquent aux qubits ne bougent pas, mais ça s'applique dynamiquement aux qubits. Exemple, là. Explique ça, tu peux le faire. Bien sûr. Celui-là, il est joué. Où sont les qubits? Où est-ce que C'est les carrés, voilà, c'est les billes carrés. C'est des exemples de qubits, 10 supraconducteurs, ils ne bougent pas. Alors explique comment ça marche. Et après, il y a Allez, je te Les prends au portes. piège là. Quoi Ouais, attends, les portes. Là, là, et là, aussi. En fait, il y a une électronique qui est mise dans le circuit. Et cette électronique, elle va permettre, par du couplage, de relier des qubits entre eux. C'est ce qu'on appelle l'intrication qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une partie électronique qui va servir à appliquer des portes sur les qubits, c'est pour faire des calculs. Et après, il y a un bout électronique, c'est du manicomètre, qui permet de faire la lecture de l'état du qubit. Mais les qubits, ils ne bougent pas. C'est-à-dire que les qubits, ils ont l'information avec leur 0 et le 1, qui est là. En gros, on tape dessus au marteau-piqueur, et à la fin, on mesure le résultat, mais eux, ils ne bougent pas, ils sont toujours au même endroit. Alors que dans un processeur classique, c'est le courant qui circule, le résultat, au départ, il y a des 0 et des 1, puis le résultat, il apparaît à la fin du calcul à un autre endroit. Comment tu programmes l'algorithme dessus? Tu fais le séquencement de l'initialisation et la séquence des portes ici, et la mesure à la fin. Mais la C'est séquence de portes, l'ordonnancement. tu peux la modifier de manière dynamique? Mais oui, en fait, c'est des micro-ondes qu'on envoie, c'est des micro-ondes à 5 à 10 GHz. C'est en gros l'électrocute. Et qui vont créer soit la porte Y, soit la porte X. D'accord, t'actives les Donc portes. tu fais ça sont 1000 fois avec le puis à la fin, Je les active avec les micro-ondes. Quasiment comme des cartes perforées en fait. C'est pas très loin. Oui, c'est une bonne analogie. Mais c'est pas très loin. Alors le problème, c'est que ça génère des erreurs, ça. Donc le bruit dont je parlais tout à l'heure. Alors aujourd'hui, imaginez que quand vous faites un calcul dans un tableur Excel, par exemple si vous faites des mathématiques, vous êtes dans la finance, et que dans 2% des cas, il y a une erreur. Ce sera embêtant. Hein. Imaginez que vous fassiez plein de multiplications à la queue leu et qu'à chaque fois, il y ait 2% d'erreur. À votre avis, il y a combien d'erreurs au bout de 50 opérations? 100% minimum. C'est-à-dire que ça se multiplie, c'est 0,98 puissance n pour n opérations. À la fin, vous avez un taux d'erreur tellement gros que le résultat va être faux quasiment tout le temps. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur les ordinateurs quantiques. Il y a un taux d'erreur pour chaque opération qui est trop élevé. Pour l'instant, on est compris entre 0,1% et 2-3% pour chaque opération. C'est embêtant. Hein. Alors, pour essayer d'éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la physique. Donc, il y a des physiciens qui essayent de limiter le bruit. On refroidit le truc très très bas, à vraiment une température très froide, ou on fait des bidouilles qui consistent à les assembler, faire plein de qubits qu'on met ensemble, pour faire en sorte que collectivement, ils soient plus fiables qu'individuellement. Concrètement, c'est quoi une porte? Concrètement, c'est dans le cas des qubits supraconducteurs, c'est une action sur l'état des qubits, qui est une action électrique en général. Il a changé de numéro? En fait, si tu lui envoies un courant, ça l'électrocute et ça lui fait changer de valeur ou le superposer, ou alors ça peut le relier avec son voisin. Ça peut soit l'intriquer, soit lui faire changer de position, c'est le fameux 0,1, la tête en haut, la tête en bas en fonction des qubits. Oui, mais ça va tout vite, mais ça permet justement de les rebouger quand même. Tu peux faire converger vers la valeur que tu recherches. Mais c'est con. Tu as raison de poser la question. C'est complètement contre-intuitif par rapport à la programmation traditionnelle. Ça n'a rien à Il va y voir. avoir un vrai travail C'est un de autre revenir, modèle. c'est que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent n'était pas dans ce type de logique-là, donc c'est très difficile à intégrer en une seule fois. Hein. Il faut le faire étape par étape. Là, c'est vous donner envie de découvrir et de comprendre justement, vous allez vous sortir avec plus de points d'interrogation, tout en ayant découvert des choses.
que De toute façon, vous n'aurez pas la réponse demain ou après-demain. La réponse, c'est plus tard, quoi. Si le jour où ça vous intéressera de creuser. Voilà. Ça, c'est le Là, marketing ce qu'il y a des constructeurs. d'intéressant, c'est tout le marketing que font les grandes marques. Vous allez voir qu'on entend déjà parler. On a vu IBM qui présentait son premier ordinateur quantique au CES l'année dernière. Et en fait, il parlait plus du design que de la capacité de faire, parce que je crois qu'il y avait 50 qubits à l'intérieur. Non, 20, même pas. Donc voilà, en gros, on fait rien avec 20 qubits actuellement, surtout s'ils ne sont pas intriqués. Mais là, c'est intéressant, donc c'est ces couples de qubits, et de voir que plus le nombre grossit, ce qu'il y a d'intéressant, c'est aussi la capacité à avoir le taux d'erreur le plus faible. Et ça va être cette course-là qui va être intéressante, qui va faire qu'ils auront le meilleur ordinateur. Donc là, ce qui est marrant, c'est de voir les graphiques marketing qui veulent dire exactement la même chose, mais qui ne se ressemblent pas du tout, ils communiquent de façon différente. Et là aussi, petite blague, c'est pour une fois, c'est Microsoft qui a la courbe la plus simple, alors qu'en général, ils sont plutôt Ça dit en gros que c'est mieux s'il y a beaucoup de qubits et pas d'erreur. Voilà. Et ça, c'est la même chose, expliqué différemment, et ça pareil. Donc voilà, comme quoi, parfois, la même explication compliquée peut être simple ou compliquée. Le marketing. Alors le frigo, c'est le truc qui m'amuse le plus dans l'ordinateur quantique. Parce qu'en fait, On rentre dans à quoi ressemble là, on ressemble l'ordinateur à la partie physique. Le schéma, qu'est-ce que ça donne en vrai? Donc, en fait, un ordinateur quantique, souvent, ça ressemble à ça, c'est un peu un chandelier. C'est un système qui contient plein d'étages. Et en fait, la partie processeur, donc ces fameux endroits où il y a les petits composants de qubits, ils sont en général planqués là-dedans. Ils sont toujours planqués en bas. Et les étages du dessus, c'est les étages qui vont les alimenter en information, qui vont avoir des fils conducteurs qui vont les électrocuter. C'est par là que ça va passer. On va voir à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est IBM, Rigetti qui est une boîte américaine, et D-Wave qui est une boîte canadienne. Et vu de près, ça ressemble à ça, le milieu. Ça, c'est des fils qui transmettent l'information. Alors, ils sont fabriqués par une seule boîte qui vient du Japon. C'est du niobium titane, un truc rare. Donc voilà à quoi ça ressemble. En gros, en haut, c'est chaud. Enfin, 4 Kelvin, ça veut dire très très froid. Et plus vous descendez, plus vous refroidissez. Et là, vous tombez à 15 millikelvin. Alors pour info, pour ceux qui ne savent pas, 0 Kelvin, c'est moins 273 degrés. Et en haut, dans la partie chaude, quand on est entre 800 millikelvin et 4 Kelvin, on voit que 3,2, quoi, non, 2,7, c'est la température dans l'espace. Donc déjà, Là, il n'y a rien. Comment ça s'appelle, c'est merde. Donc on descend plus bas que la température dans l'espace à l'intérieur d'un ordinateur quantique. Et un frigo, un congélateur, pour être bien, il faut qu'il y ait au moins 25 degrés. On est à 248 Kelvin. Pourquoi ça doit être contenu dans le froid? Pourquoi il faut le mettre dans le froid? Très bonne question. La raison, c'est que plus c'est froid, Moins ça bouge. moins les particules vont bouger, et moins elles vont interagir entre elles, et moins il y aura le fameux bruit dont on parlait tout à l'heure, le fameux taux d'erreur. Qui crée Donc les en erreurs. refroidissant, on diminue le taux d'erreur. Et en fait, on perturbe. Mais en fait, c'est même plus compliqué que ça. Parce que c'est sous vide et c'est isolé magnétiquement. Donc ils mettent plusieurs couches de métal autour pour qu'il n'y ait pas d'influence du magnétisme terrestre et pour qu'il y ait zéro perturbation. C'est-à-dire qu'en fait, à l'intérieur de l'ordinateur, la partie qui est vide autour des étages, là, il y a moins de perturbations que dans l'espace. Parce qu'il n'y a pas de magnétisme, il n'y a pas d'atomes, ils font le vide, et il y a une température extrêmement basse qui stabilise toutes les molécules et tous les atomes des matériaux qu'on utilise. C'est pour que ça reste le plus Donc stable. c'est très extrême, C'est c'est extrêmement C'est extrême. vraiment pour que ça reste le plus stable possible, parce que c'est tellement petit, justement, comme elles sont toutes petites et qu'elles bougent très très vite, toutes ces particules, le but c'est de les ralentir au maximum pour qu'elles restent stables. Parce que, alors, on ne l'a pas expliqué là, mais en gros, pour faire tenir l'algorithme dans ce qu'on appelle, comment ça s'appelle, c'est le temps de décohérence en fait. Donc on a un temps limité pour faire passer les algorithmes. Et après, en fait, tout s'effondre, il faut tout réinitialiser à zéro. Et si on ne le fait pas, si on le laissait à température ambiante, en fait, on n'aurait même pas un dixième de seconde. Donc là, le but, c'est de gagner un maximum de temps, et le froid permet ça aussi. Alors ça, c'est un dessin qui représente à peu près à quoi ressemble un ordinateur quantique chez IBM, qui est un de ceux qui en font aujourd'hui. Donc vous avez le chandelier, il est fermé, parce que là ils le montrent ouvert, mais il est fermé par un truc une espèce de cylindre à l'intérieur duquel ils mettent leur chandelier, ils font le vide, ils l'isolent, ils le refroidissent. Là, il y a tout le système avec l'électronique qui contrôle les qubits à l'extérieur, et ils oublient de montrer le frigo, parce que pour refroidir à 15 000 Kelvin, il faut un truc qui fait à peu près 4 mètres cubes à côté, quoi, et qui coûte 14 000 $. Non, je me trompe, 1 million de $ à peu près. Le frigo coûte 1 million de $, donc c'est plus cher que le frigo de la maison. Légèrement, ouais. Et voilà à quoi ça ressemble en vrai chez un autre constructeur qui s'appelle D-Wave, qui est canadien. Donc ce truc-là, en gros, il fait 2,75 m de haut. Mais c'est pas beaucoup par rapport à la salle qu'on a vue tout à l'heure, vous vous rappelez, hein, la grande salle de 500 m². Et ça fait la même chose. C'est censé faire la même chose.
Et ça consomme environ 15 kW. 15 kW, c'est 150 ampoules 100 watts du plafond, hein, ampoule incandescente. Et ça marche? Ça marche, mais pour l'instant, ça ne fait pas la même puissance de calcul que les supercalculateurs, parce qu'on est encore avec un nombre de qubits qui n'est pas suffisant. Mais ça résout des problèmes, un truc comme ça. Ça commence à résoudre des problèmes, mais pas encore au stade où ça dépasse le supercalculateur. On n'y est pas encore, c'est encore la Il y suprématie en a quoi? Il y en a une vingtaine qui ont été vendus dans le monde. Ils en ont vendu 4 et ils en ont 25 qui tournent chez eux dans le cloud. Voilà, On peut l'utiliser à distance. Il y en a un à la NASA qui a été acheté avec Google. Avec Google aussi. Donc, ils ont mis là. Mais d'ici en gros 5 à 10 ans, quand on obtiendra des ordinateurs quantiques qui auront un nombre de qubits de bonne qualité suffisant, ils auront une telle puissance de calcul qu'effectivement on aura cette équivalence. C'est-à-dire qu'ils feront la même chose que le gros là, qui coûte les yeux de la tête, avec 1000 fois moins d'énergie et 40 fois moins de place. C'est quand même utile. Tous les gens qui font du calcul scientifique, s'ils peuvent le faire en consommant moins d'énergie, en prenant moins de place, c'est bien. Ah, regarde, on a envoyé sur la Lune avec la puissance de ce qu'on avait dans un smartphone actuellement. Et encore, la puissance du smartphone, elle était sur Terre. Celle qui était dans le module lunaire, c'était une calculatrice. Voilà. C'était la puissance d'une calculatrice d'aujourd'hui. Ça leur a quand même permis d'aller sur la Lune. Donc plus on réduit et plus on a de puissance, plus on... Alors, résumé, Tara. Résumé tout ce qu'on vient de dire. Les ordinateurs quantiques, c'est mieux, ça prend moins de place. Non, mais oui, c'est mieux surtout, ils ne sont pas encore aboutis. Mais déjà, on commence à avoir un gros bénéfice de place, un bénéfice d'énergie, de prix aussi. Le temps de calcul, je ne sais pas si vous vous souvenez au début, Olivier en a parlé, ça ne prend plus des milliards d'années à faire un calcul. Quand ce sera totalement abouti, j'espère que ça prendra une demi-heure. Voire quelques secondes. Hein, quand les ordinateurs quantiques seront totalement aboutis, ce sera crème de la crème du quantique. Tout ce qu'on a expliqué avant, hypothétiquement, ça se réalisera. Et il ne faut pas avoir peur, vous inquiétez pas. Comme on a dit, on a quand même besoin des ordinateurs normaux, parce qu'on n'a pas prendre le contrôle du monde. Mais c'est quand même déjà une prouesse technologique. On n'a plus besoin d'une vie en fait. Ça, c'est une autre façon de voir les choses. Hein. Il a poussé pour le moment. C'est pas les gilets jaunes demain. Oui. Donc au final, quand ces ordinateurs ils seront au point et qu'on pourra calculer des choses énormes en pas beaucoup de temps, quel vrai problème on va voir? On va y venir. On y arrive. Ah, c'est des algorithmes. C'est qui là? C'est encore toi là. En gros, c'est ça, et c'est pour expliquer que entre la personne qui a une idée et quand on réalise vraiment cette idée, il y a un laps de temps, c'est déjà même pas une personne qui fait l'idée. Par exemple, cette dame, Ada Lovelace, elle a une idée d'un programme pour une machine qui n'a jamais existé. Les premiers ordinateurs, ils sont arrivés 100 ans après. Tout avec les processeurs, je n'arrive pas à prononcer. McLuhan Fritz. Bref, ils réfléchissent, là, ça serait cool d'avoir des neurones artificiels. Pour l'intelligence artificielle. Un peu de temps après, il y a les premiers processeurs synaptiques, c'est pas beau, hein. On dirait de la paille de fer dans des boîtes. Et il n'y a qu'en 2012 qu'on a des cartes graphiques de ordinateurs qui arrivent à faire tourner des réseaux de neurones avec un taux d'erreur à peu près de 30%. À l'époque, c'était élevé. Maintenant, on tombe à moins de 2%, mais à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Mais à l'époque, c'est il y a 7 ans. Hein. Pour le moment, on a l'idée, et quand on le réalise vraiment, il y a du temps. Et le truc avec Léonard de Vinci a une idée, il fait la vis aérienne, ça ne marche pas. Premier hélicoptère imaginé. 400 ans après, on a le premier hélicoptère, mais il est motorisé. Et il n'y a qu'en 2013 qu'il y a des gens qui ont fait « Oh, viens, on fait un hélicoptère à force humaine ». Mais non, tu te lèves. Qui vole 2 secondes. Hein. Ouais, tu te lèves à quelques mètres, puis tu as mal aux jambes et tu redescends. Donc il a fallu quelques siècles avant d'arriver à le faire. Quoi. Et c'est pareil pour le quantique, avec ce qu'on fait maintenant. Entre maintenant et ce sera abouti, il y a un laps de temps. C'est ça qui est fascinant. C'est ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de savoir que par exemple dans le cas d'Ada Lovelace, c'est que c'est pas parce que les ordinateurs n'existent pas qu'il ne faut pas commencer à créer ces fameux algorithmes. Et c'est là où on essaye d'alerter un petit peu, de vous alerter vous,
vous en tant que jeune, c'est pas parce que ces machines-là qu'il ne faut pas se dire c'est pas la peine de le faire maintenant. Non, au contraire, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser, parce que comme ça, quand les machines marcheront, on pourra faire tourner ces fameux algorithmes et faire ces fameux calculs, et vous allez voir après que ça va permettre de résoudre quand même des trucs qui pourraient être assez sympas. Et ce qui est fascinant, c'est que le premier ordinateur quantique avec juste 1 ou 2 qubits, c'est arrivé en gros il y a 20 ans, vers 2000-2001. Eh bien, avant 2000, au début des années 90, il y a déjà des gens qui ont inventé des algorithmes quantiques sur des machines qui n'existent pas encore. Sauf qu'on n'attendra pas un siècle pour que ça serve à quelque chose, heureusement. Parce qu'un siècle, c'est un peu long pour la vie humaine. Et là, cherchez pas à comprendre, c'est juste pour dire qu'il y a plein de gens qui inventent des algorithmes régulièrement. Et il y en a qui ont des noms à coucher dehors. Et celui-là, on comprend mieux. Chemistry and Material Science, c'est des gars qui, il y a 9 ans, ont inventé des algorithmes pour faire cette fameuse simulation de la manière dont les atomes interagissent entre eux dans des cristaux ou dans des molécules. Lui, là, il a fait un truc qui s'appelle le VQE, c'est incompréhensible. Ça sert à améliorer ça pour simuler des molécules organiques, des molécules du vivant. Donc il y a plein de gens comme ça qui inventent des algorithmes. Et là, il y en a, vous voyez, 2017, et il y en a qui ont été inventés cette année. Et ça continuera dans les années qui viennent. Et puis un jour, les ordinateurs vont se mettre à fonctionner à une grande échelle, et là, les deux vont se croiser. Et on n'attendra pas un siècle. C'est l'avantage. Oui, mais pour l'instant, en effet, on n'en a qu'environ 80, ce qui est vraiment très peu. Donc n'hésitez pas à vous y mettre, parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'algorithmes comme on a dans les ordinateurs. Et ce qui me fascine, moi, en termes de génération, c'est que moi qui ai plus de 50 ans, une grande partie des noms qui sont là, ils ont moins de 40 ans. Ils sont jeunes par rapport à moi, en tout cas. C'est des jeunes générations. Ils sont très, très vieux. Et il est probable que ceux qui vont inventer les algorithmes vers 2030, c'est des gens de votre génération, en fait, qui auront plus de 30 ans dans 10 ans, quoi, dans 10-15 ans. Donc, ça se prépare à l'avance. C'est comme ça que l'histoire se construit. Alors, quand on programme, c'était moi, ça aussi, quand on programme, c'est différent. Hein. On peut programmer de manière graphique. Hein. On dessine les qubits, on dit voilà, on va appliquer tel qubit à tel endroit. Ça peut se représenter par du code aussi traditionnel. Aussi curieux que ça puisse paraître, il y a déjà des ordinateurs quantiques avec moins de 20 qubits qui sont disponibles sur Internet. Ça, c'est IBM. J'ai testé pendant les vacances. Hein. J'ai testé un programme quantique sur un ordinateur d'IBM à 14 qubits. C'est gratuit. Donc en fait, vous pouvez déjà tester vos petits même, algorithmes et en fait faire de la simulation dans des ordinateurs où c'est dans le cloud en fait. Donc vous pouvez de chez vous tester des bouts d'algorithmes que vous pourriez créer. Ça c'est possible justement. On simule, on utilise des choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, du coup sur la fameuse simulation physique, actuellement dès qu'on dépasse avec un ordinateur classique 50 électrons dans une molécule, ça commence à... on ne peut plus calculer, ça devient déjà trop complexe. Ça va permettre, entre autres, par exemple, c'est de passer à la capture du carbone, la photosynthèse, les nouvelles batteries, tout ça, on ne peut pas le faire. On pourrait le faire avec ces fameux ordinateurs. Alors, il va falloir des milliers, voire des millions de qubits pour y arriver. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de se rendre compte que, voilà, là, aujourd'hui, on en est là, donc on arrivait à faire... des trucs simples. Atomes. On sait simuler 3 atomes aujourd'hui. Voilà, on en est à peu près là, donc c'est une petite molécule de rien. Et on se dit que d'ici 30-50 ans, on pourrait arriver là, on pourrait carrément recréer des protéines complètement. On revient à créer des nouveaux médicaments ou créer mes fameux petits chats miniatures en travaillant dans les... Ouais, je sais. Donc l'histoire est la suivante. Moi, je suis sûre qu'il y a un supermarché porteur, en fait, c'est pas très bon. Moi, je suis pas trop dans les chats. Les chats miniatures, c'est pas grave. Attends, avec des croisements, on fait bien des mini-chiens ou des mini-lapins. Pourquoi on ne ferait pas des chiens encore et des chiens encore plus petits? Ils ont duré vite 2 ans. Ce qui est important, c'est que l'horizon de 30 ans, il est trop loin pour nous. Enfin, 30 ans, c'est trop long. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on va augmenter le nombre de qubits qui vont marcher dans un ordinateur quantique, on augmentera la taille des molécules qu'on va pouvoir simuler et on augmentera le champ du possible. Donc ça ne va pas être brutal, ça ne va pas passer directement de ça à une protéine compliquée. À chaque fois, on va augmenter la taille des protéines. Donc, par exemple, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, qui par exemple consiste à créer des engrais avec moins d'énergie. C'est des processus chimiques qui aujourd'hui sont faits dans des grosses usines, mais qui utilisent des molécules qui ont quelques atomes. Je crois que c'est quelques dizaines. Donc ça va rentrer dans l'espace du possible, probablement dans moins de 10 ans. A contrario, simuler une protéine avec 100 000 atomes, là c'est probablement très loin, c'est probablement 30 ans, 40 ans. Donc on va étendre progressivement le champ du possible, et il n'est pas d'ailleurs impossible qu'on aille plus vite qu'on imagine. Donc ça veut dire que la science va progresser graduellement. Il ne faut pas croire qu'il faut attendre 30 ans pour faire quelque chose. C'est vraiment fondamental. Autre problème? Ouais, oui. Juste concrètement, simuler une molécule,
Ben, ça veut dire en fait prendre les équations mathématiques qui définissent la matière dont les électrons et les atomes interagissent entre eux, pour voir comment ils vont s'organiser. Ouais, alors, pour faire plus simple, actuellement, Non, maintenant, c'est pas on le fait souvent physiquement dans des éprouvettes, c'est-à-dire que si on crée un nouveau pour la médicament, on va, pour la biologie ou de la chimie, on va les mettre dans une éprouvette et puis on va regarder comment ça se passe et comment ça évolue. Alors on fait plein de tests jusqu'à trouver le bon médicament, par exemple. Là, au lieu d'utiliser des médicaments et de le refaire et de refaire l'expérience, tu donnes les données à l'ordinateur, tu dis j'aimerais bien arriver à ça comme résultat, et lui il va recalculer pour avoir le meilleur truc, et du coup on n'a plus à tester physiquement, on fait tout en simulation. Et là des fois ça prend des mois de simuler avec des ordinateurs classiques, mais on pourrait avoir un résultat en 1 heure. Du coup, c'est par exemple quelle molécule, enfin mise ensemble pourrait fonctionner pour... Voilà, parce qu'en fait on sait que telle molécule avec telle molécule ça marche pas, ça se dissout, ça se met pas ensemble. Et en fait, en recréant, en mettant toutes les caractéristiques physiques de ces molécules et de ces atomes, une fois qu'on les a tous remaniés, qu'on a mis, en fait, toutes les pièces de Lego, tu sais, toutes les formes de Lego, imagine, on les a toutes mis dans la machine et on lui dit, je voudrais arriver à ça comme château, et lui, il va tout recalculer d'un coup et il va te créer le château. Et c'est ça qu'on... Alors que nous, il faudrait des heures pour retester toutes les briques et arriver exactement au truc final. Donc c'est un peu ça que ça va permettre de faire, et en très très peu de temps. En gros, lui, il aura tellement la capacité de le faire qu'en 2 secondes, il l'aura trouvé, alors que nous, il faudrait des années pour arriver à faire le fameux château qu'il y a. C'est comme ça, un puzzle sans plan, tu vois, ultra complexe. Et ces 3 premières molécules, enfin, c'est possible aujourd'hui. 3 atomes, on sait faire 3-4 atomes. 3-4 atomes, et tu vois, ça prend déjà un certain temps à calculer. Donc, c'est ça qui est de magique, c'est de se dire, imagine si on peut recréer un être vivant complet ou le modifier. Ah, mais toujours pour être vivant complet. ouais, mais parce que... il est loin, il est très loin. Il est très loin, mais on parle toujours d'améliorer ou de faire les choses. Ça fait partie en effet des projets d'éthique, mais on sait quand même qu'il y a des pays qui font des trucs sur les animaux, etc. Et que même nos vaches laitières, elles produisent plus de lait par des manipulations. Voilà. Donc il y a toujours des trucs qui seront éthiquement bien ou pas bien, mais dans l'imagination, ça permet de mieux concrétiser ce qu'on pourrait en faire. Ce schéma, il illustre un principe que vous allez retrouver dans vos études. Probablement très souvent quand on ferait des maths, c'est que très souvent quand on fait des cours de maths, c'est très abstrait. Et ce qui est en haut en fait partie. Il y a des mathématiciens, des logiciens qui travaillent sur ce qu'on appelle le théorème des 4 couleurs, qui est comment on peut colorier une carte de telle manière qu'on utilise un minimum de couleurs et qu'il n'y ait aucune couleur identique avec deux départements qui soient jointifs. Et on sait démontrer mathématiquement qu'on peut le faire avec un nombre de couleurs limité qui est de l'ordre de 4, je crois. Et le problème, c'est que la manière de colorier un système ou de relier des branches comme ça entre elles, ça repose sur des calculs mathématiques, des théories, mais c'est abstrait. Et tout ce que j'ai mis en bas, c'est des exemples d'usage. En fait, c'est utilisé par les opérateurs télécoms pour définir les fréquences utilisées dans les antennes pour que vous recevez bien, ou pas d'ailleurs, mais la 4G dans votre téléphone. Donc en fait, on parle de mathématiques, mais ça a vraiment un usage concret chez, ici, le cas des opérateurs télécoms. Et ça pourrait avoir d'autres usages dans d'autres domaines. Et ça, c'est très fréquent. Deuxième exemple, que Fanny avait évoqué au début, ce qu'on appelle le problème du voyageur du commerce. Quand un livreur Amazon livre 80 colis à la queue leu, il fait ça de manière relativement empirique. Il y a des logiciels qui disent, bon, tu vas aller par là, puis par là, il a l'habitude de faire à peu près toujours au même endroit, mais c'est pas optimum. Et ça consomme du diesel, du gasoil, etc. Ça génère des embouteillages et du temps. Et donc, en fait, mathématiquement, optimiser un parcours avec plus que 10 étapes, c'est inaccessible à un ordinateur d'aujourd'hui. C'est trop compliqué. Donc, on le fait de manière empirique. On optimise les 10 étapes au début, puis on en rajoute 10, mais on ne sait pas optimiser d'un coup 80 étapes. Et on ne sait pas optimiser 80 étapes pour 1000 personnes en même temps. Bah, c'est ce que l'ordinateur quantique permettra de faire un jour. On sera capable de faire ça, et donc d'optimiser des trucs extrêmement compliqués qu'on ne sait pas faire aujourd'hui avec des ordinateurs. Donc, pour revenir aussi, c'est imaginer la génération de vos parents qui avaient juste les cartes papier et pas de GPS. Maintenant, on a les GPS, on a Waze et on gagne déjà du temps. On a l'impression en tout cas de le faire et que c'est un peu plus optimisé, mais on se retrouve quand même dans des bouchons. Et c'est là où c'est intéressant. Là, par exemple, c'est une simulation qui avait été faite dans une ville chinoise sur, je sais plus, des taxis, un millier de taxis, voilà. Et on voit qu'avec un algo classique à la Steelways, bah, on les a quand même laissés sur un axe central et qu'il y a des points chauds, donc c'est là où il y a les embouteillages. Et que quand on utilise dans la simulation quantique, eh ben, on va réétaler tout le monde, mais du coup, ils ont tous gagné du temps. Et c'est ça, c'est de pouvoir faire bouger tous ces véhicules en même temps et de leur donner toutes les trajectoires possibles. Et ça, c'est hyper intéressant. Alors, parfois on se dit, l'ordinateur quantique, il va résoudre tous les problèmes, c'est magique, c'est extraordinaire, donc on a résolu tous les problèmes.
Dans la vraie vie, en fait, l'ordinateur traditionnel, effectivement, est capable de résoudre certains problèmes, dont ceux qui relèvent de l'intelligence artificielle, qui est souvent basique, hein, c'est la vision artificielle, le traitement du langage, un petit peu de raisonnement automatique. L'ordinateur quantique, en fait, il va élargir le spectre du possible, qui va permettre de faire plus de calculs sur tous les problèmes qu'on a cités tout à l'heure, et d'autres qu'on va inventer entre-temps. Mais il y aura toujours des problèmes complexes que l'ordinateur quantique ne pourra pas résoudre, ça on sait le démontrer mathématiquement, et il y a ce qu'on appelle les problèmes indécidables, c'est des problèmes qui n'ont pas de solution. On sait démontrer mathématiquement que des problèmes n'ont pas de solution. Ça, c'est juste pour vous dire qu'on a beau faire des progrès scientifiques dans tous les sens, il y aura toujours un côté inaccessible à l'homme. Ça, c'est pour vos cours de philo. Pour réfléchir à la question, c'est quelles sont les limites de l'homme, est-ce que l'homme peut transcender la nature, etc. Non, l'homme ne pourra pas tout faire. L'homme aura toujours des limites devant lui, et c'est ce que l'ordinateur quantique montre. Il élargit le possible, mais pas jusqu'à l'infini. C'est presque rassurant, d'un certain côté, parce que l'homme, il sait faire des bêtises, donc si on lui donne la puissance de faire toutes les bêtises possibles, il fait de grosses bêtises, donc là, au moins, il sera limité dans la capacité à faire des bêtises. Il en fera quand même plus. Il en fera quand même plus. Alors, les marchés... les marchés, donc vous avez vu donc, avec les fameuses cartes et tout ce qui est transport et logistique, ça pourrait vraiment améliorer, que ce soit transport aérien, navire, voiture et même les piétons avec donner des indications en temps réel dans vos lunettes en réalité augmentée. Donc ça, moi, c'est mes délires de science-fiction, mais mine de rien, j'aimerais bien. C'est savoir où traverser, gagner du temps dans les stations de métro, etc. Vous avez donc tout ce qui est santé, on l'a vu, les simulations, les médicaments, l'optimisation de l'imagerie médicale, quand on sait déjà qu'on arrive à détecter beaucoup mieux des cancers grâce aux ordinateurs classiques, imaginez ce que pourra faire un ordinateur quantique en calculant toutes les imageries possibles et imaginables de la Terre. En finance aussi, c'est tout ce qui est gestion de portefeuille, etc. Les évaluations, la sécurité, on revient aussi à la crypto. Les énergies, améliorer, on a vraiment, par exemple, vous voyez bien que depuis des années, vos téléphones, on n'arrive pas à améliorer la batterie. Ça dure une journée, puis on n'est pas foutu de faire mieux. Parce qu'on est arrivé à des limitations techniques et des calculs de simulation aussi, et qu'il va falloir créer des nouveaux types de batteries, et que ça pourra être fait grâce à beaucoup de calculs. Et là, on revient à la simulation chimique. Les molécules, là, ça sert aussi à faire des batteries. Par exemple. Et puis la défense et le renseignement. Donc là, on a vu les télécommunications au début, les fameux trucs avec l'implication, et la crypto, le chiffrement, donc tout ce qui est sécurité, le fameux algo short qui permet de tout casser. Alors, quelques acteurs du marché. Ouais, tout à l'heure, il faut qu'on accélère là. Et vous avez vu, il y a quelques ordinateurs qui fonctionnent. Il y a IBM qui fournit 14 qubits, il y a D-Wave avec sa solution. Il y a à peine 3-4 ordinateurs disponibles sur le marché. Et pourtant, en ce moment, il y a tous ces gens-là qui font des ordinateurs quantiques dans le monde. C'est incroyable, hein? Ça, vous avez des laboratoires de recherche, c'est un mélange. Là, vous avez des labos comme Yale University, des grandes sociétés américaines comme Intel, HP, et vous avez des startups comme C-Quantum, Xanadu, IonQ, tout ça. Donc il y a un mélange de startups et de labos qui cherchent à créer des ordinateurs quantiques, mais c'est des projets de recherche. C'est pas encore disponible. Donc il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus, et en plus ils travaillent sur des branches différentes. C'est les types de qubits qu'on a vus au début, ils ont chacun fait des choix techniques différents. Alors il y a une très grande diversité. J'ai entendu des noms cités, là il y a des gens, il y a des grandes marques qui ne sont pas citées, il y en a aussi qui travaillent dessus mais qui n'en parlent absolument pas. Du tout, ouais. Par exemple là il n'y a pas Apple, mais on sait très bien qu'ils ont été déjà voir des labos, etc. Ouais. Ils visitent, ils regardent d'un œil, mais c'est pas un truc parce que c'est pas du grand public pour l'instant, on ne va pas faire un ordinateur qui est vraiment... Alors en France, on a nos grands labos, et donc on en a parlé tout à l'heure avec les fameux chercheurs, donc on a le CEA, on a deux branches du CEA, on a celle qui est sur les qubits supraconducteurs qui a Saclay, et puis on a tous ceux qui sont sur les capteurs CMOS à spin électrons qui sont à Grenoble. On a le CNRS, donc là on avait vu tout ce qui était, et puis on termine par l'ENS aussi. Le CEA, c'est le commissariat à l'énergie atomique, qui a été créé à l'origine par De Gaulle après la guerre pour faire l'atome, l'arme nucléaire. Maintenant, ils font de la recherche dans plein de domaines, dont les nanocomposants et dans la santé. Donc c'est devenu un institut de recherche généraliste. Le CNRS est le principal organisme de recherche français, mais qui a une recherche partenariale avec toutes les universités. Et Normal Sup, c'est une des plus belles écoles mathématiques. Et on retrouve Maud Vinet chez l'un et Pascal Sénard chez l'autre. Donc là, ça c'est Daniel Estève qui était au CEA de Saclay qu'on a été visiter. Et là, c'était juste pour vous montrer l'anecdote. On est allé voir, il avait créé quand même les deux premiers qubits sur supraconducteur. Donc c'est marrant, vous voyez les petits tiroirs au-dessus et tout, on est allé le voir, puis il dit ah attendez, je vais vous montrer mes deux premiers qubits, et il est allé sortir d'un tiroir et donc il nous a montré sous un. Donc ça ressemble à ça, et d'encore plus près, pris au smartphone à travers le
c'est le premier qubit Voilà. inventé par Donc les là, Français. et donc là, si vous reprenez le petit schéma, vous voyez les deux qubits, c'est les deux petits carrés verts. Et on revoit les fameuses portes et tous les petits. C'est le schéma tout à l'heure, mais en plus simple. Voilà, Voilà. parce que là, il n'y en a que deux. Donc, et ça, c'est français. Donc, Et ça, c'est le plan de nos amis de Grenoble, avec Maud Vinet, qui était dans les photos tout à l'heure. Elle, son plan, c'est de faire d'ici 5 ans 100 qubits, et en gros d'écraser tout le monde entier avec sa technologie. Donc je peux vous dire que on l'aime bien, Maud Vinet, on aimerait bien qu'elle réussisse. Pour que la France soit le premier à atteindre ce niveau de puissance de calcul, ce serait bien pour l'industrie française, ce serait bien pour les emplois, pour tout. Oui, parce que ça permettrait à la France de rester leader dans un pays. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, il y a eu des plans faits avec, sous la présidence de Macron, pour dire il faut qu'on vienne, qu'on soit dans les premiers, dans les pays leaders, etc. Mais on est quand même déjà un peu à la ramasse avec la Chine et les États-Unis qui investissent beaucoup. Le quantique, comme on a beaucoup de chercheurs, donc on est très très bon, on pourrait redevenir numéro 1. Et cette avance technologique ferait qu'on redeviendrait un pays très fort. Donc ça aussi, c'est important qu'on ait une jeunesse qui s'y intéresse, parce que plus on aura de chercheurs qui vont là-dessus, plus vite on y arrive, plus on pourrait rester à une bonne place et pas se retrouver bouffé entre l'Asie et l'Ouest. Alors là, ce qu'on voit, c'est les délais de mise au point de ces fameux ordinateurs quantiques. Et vous voyez que même dans les chercheurs, il y a des optimistes. Donc, on retrouve Maud Vinet qui, elle, pense que d'ici 5-10 ans, elle aura son premier ordinateur quantique et qu'elle pourra commencer à faire des calculs intéressants et faire tourner certains types d'algos. On a un aspect, donc le monsieur qui a découvert l'intrication quantique, lui, il est plus prudent. Il dit, moi, je pense que ça va être à 30 ans. Il va falloir attendre encore un petit peu pour que ça tourne. Et puis on a des gens comme Gil Kalaï, un Israélien, lui dit ça ne pourra jamais marcher. Donc là aussi, c'est comme dans tous les débats, vous voyez qu'il y a des gens qui croient et d'autres qui ne croient pas. Mais il faut vous rappeler aussi que quand il y a plein de gens qui pensaient qu'on ne ferait jamais voler un truc en métal dans le ciel, et puis maintenant on se balade tous en avion et on fait des super bilans carbone. Ça, c'est toutes les startups qui ont été créées dans le monde pour faire du quantique. Dans tous les domaines, logiciel, matériel, métrologie, télécommunications, et alors qu'il n'y a pas de marché. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ils vendent des projets de recherche à des grandes entreprises, ils font des tests à petite échelle, et il n'y a pas à avoir un grand marché comme l'informatique qui occupe des millions de gens et qui génère des centaines de milliards de dollars. Pour l'instant, c'est un tout petit marché expérimental, mais c'est comme ça que les choses démarrent. C'est ça le sens de l'histoire. C'est aussi un pari, c'est-à-dire que si ça se met à marcher et qu'il y en a 3 ou 4 qui se retrouvent dans les leaders, eux, ils vont gagner beaucoup d'argent. C'est comme les gars qui ont fait les premiers ordinateurs chez Microsoft ou Apple. Ils sont milliardaires maintenant. Donc, il y a un moment où on fait un pari, on se dit tiens, ça peut marcher, j'y vais. Et quand ça ne marche pas et qu'on est dans les premiers, c'est là où c'est le plus rentable aussi. Et alors, ce qu'on a vu, nous, on avait commencé à s'intéresser en 2017 sur le sujet. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les startups, en fait, c'est depuis 3-4 ans qu'ils s'en créent pas mal. Là, on est à la moitié de l'année, donc je n'ai pas le chiffre complet pour 2019. Mais en fait, on est dans un pic de création de boîtes. Et en France, on est le 4e pays au monde en nombre de startups. C'est le début. Hein. Il y en aura plus dans les années qui viennent. Donc c'est intéressant de voir pour une fois la France, en tout cas en nombre de sociétés. Il y a d'autres dimensions, on n'est pas bon, mais en nombre de startups, il y a des chercheurs entrepreneurs qui ont lancé leur boîte. Et c'est extrêmement encourageant pour le futur. Ça, c'est tous les laboratoires de recherche qui travaillent là-dessus, en France. Donc il y en a dans plein de villes. Hein. Et les 2 plus gros pôles, c'est la région parisienne et Grenoble, qui est ici. C'est là où il y a vraiment le plus grand nombre de chercheurs qui travaillent sur ces domaines-là. Dans les autres régions, c'est des petits labos avec beaucoup moins de personnes. Je vais appeler ça parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Ouais, on est revenu. On va aller sur le point qui vous concerne vous directement. C'est les études. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Parce que vous êtes en âge de bientôt décider. Alors, vous êtes en âge, vous ne savez peut-être pas forcément encore ce que vous voulez faire, mais vous avez quand même une tendance. Si vous êtes là, c'est que vous aimez quand même bien les sciences ou les maths, ou que vous avez quelque chose. Et donc, forcément, pour aller vers le quantique et s'intéresser. Ou même l'informatique en général. Ouais, voilà, c'est tout ce qui est ingénieur, grande école et tout. C'est que vous avez 2 cursus. Donc, on parle évidemment d'un bac scientifique, pas d'un bac littéraire, mais il faudra faire pas mal de rattrapage. Mais vous avez donc soit la voie qu'on appelle toujours un peu royale, les classes prépa et puis les grandes écoles scientifiques pour revenir après un doctorat, soit de passer par la case licence, maîtrise, université et de faire aussi un doctorat. Et des fois d'avoir, donc ce qu'on vous disait, c'est bien d'avoir souvent 2 compétences. Donc si vous avez les capacités ou l'envie de faire ce qu'on appelle des doubles cursus ou des cursus mixtes, ça se fait de plus en plus et les écoles créent des échanges pour ça. Et n'hésitez pas parce que dans le futur, ça va être de plus en plus demandé d'être multi-compétence et pas d'être que spécialisé sur une seule chose parce que la spécialisation, on est un peu figé dessus et du
coup ça peut bloquer un moment dans votre carrière. Donc n'hésitez pas à essayer différents domaines. Il y en aura toujours un qui primera sur l'autre, mais qui va pouvoir permettre de compenser et de faire des choses beaucoup plus créatives en fait. Alors, ce qu'on appelle un doctorat, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, mais c'est on fait ce qu'on appelle une thèse. En gros, on fait un projet de recherche sur un domaine très précis. On veut faire avancer l'état de l'art de la science. Et l'avantage d'une thèse, que moi j'ai pas fait de thèse, j'ai fait grande école, mais je me suis arrêté là, mais pas de thèse. Quand on fait une thèse, toutes les femmes qu'on a rencontrées là, dans les photos qu'on montrait tout à l'heure, elles nous ont dit qu'elles ont appris énormément, parce que très souvent, elles faisaient une thèse sous la direction d'un directeur de thèse, et souvent, dans le quantique, c'est des top guns, c'est des mecs. Il y a Alexia Ofev qui est dans les photos, qui a 43 ans. Elle a fait sa thèse en 2004 avec un certain Serge Haroche, qui était un professeur de physique. Et en 2012, il y avait le prix Nobel. Vous imaginez votre prof qui a le prix Nobel, c'est énorme. Je trouve ça fantastique, quoi. Je vais rajouter un truc, ce qu'on n'avait pas dit, mais j'y pense là, parce qu'à force de les côtoyer, et il y en a certaines qui sont devenues copines, ce sont des femmes qui ont fait des études, mais qui ont quand même eu des enfants pendant leurs études, à la fin de leurs études, de leur doctorat et tout. Elles ont réussi à tout mener. Et une femme comme Pascale Sénard, elle a 4 enfants, Maud, je crois qu'elle en a 2, et ça les a pas empêchées d'être maman, etc. Il n'y a pas forcément besoin aussi, souvent, comme on dit, de faire ce choix de carrière et famille. Si vous avez envie, en fait, c'est une gestion d'énergie et de temps, mais on peut faire les deux, en fait, dans une carrière. Et ça, c'est intéressant. Faut pas... On entend trop souvent encore ce truc du oui, mais si je fais 8 ans d'études, je vais faire être maman tard. Ce n'est pas forcément vrai. C'est vraiment une histoire de gestion et d'envie. Bon, et après, une fois que vous avez fait ça, vous l'avez pas pour n'importe où. Vous pouvez faire une start-up, une grosse boîte. En gros, de toute façon, si vous êtes arrivé là ou là, de toute façon, actuellement, dans le domaine scientifique, c'est ce que dit Alain Aspect, c'est tout jeune qu'on envoie faire des études scientifiques, il trouvera du boulot dans le futur. Ça, vous avez une garantie, contrairement à d'autres domaines, c'est qu'on est en pénurie de talents dans ces domaines-là. Donc, si vous arrivez jusque-là, vous êtes peinard. Je vais vous dire un truc à dire à vos parents. C'est très important pour les parents. En France, la filière des écoles d'ingénieurs, c'est la filière qui a le meilleur rapport qualité-prix et le risque le plus faible. Mais les gens ne le perçoivent pas comme ça. Ils disent il faut être bon en maths, c'est difficile, c'est sélectif. Mais en fait, c'est là où il y a beaucoup d'écoles publiques. Les écoles publiques, elles sont quasiment gratuites. Enfin, il y a des frais de scolarité de 1 000 €, mais c'est la gratuité comparativement à 45 000 $ par an aux États-Unis. Pour faire HEC, c'est 30 000 € HEC, par an. c'est L'école de commerce, c'est 30 000 € L'école de par an. commerce, ça coûte les yeux de la tête. Donc, école d'ingénieur, ça coûte pas cher. Les concours, ça fait peur à tout le monde. Sauf que tous les ans, je crois qu'il y a de l'ordre de 14 000 places. Je n'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 14 000 places dans les écoles d'ingénieurs en France. Ils n'ont même pas assez de candidats. Et donc, en fait, si vous faites une classe prépa, quelle que soit la classe prépa que vous faites, comme les deux là, vous voulez faire ça l'année prochaine, et bien en fait, si vous ne larguez pas la maths sup et la maths spé en cours de route, à la fin, quoi que vous fassiez, vous aurez une école. Alors vous n'aurez pas toute Polytechnique, qui est ce que tout le monde veut en haut du panier, mais vous aurez d'autres écoles, jusqu'à ce qu'on appelle les mois cotés, mais dans tous les cas, on peut trouver une école. Et dans 15/5 des cas, elles sont gratuites. Ouais, et que toutes ces et à la fin, il y a du écoles, boulot. quand vous sortez, vous avez un boulot. Vous voyez le côté rapport qualité-prix. Et alors, si par contre vous vous intéressez aux sciences humaines, ce qu'on a vu nous, dans certains cas, Alexia Ofev par exemple, elle était en terminale, et elle était intéressée en même temps par les maths et par la philo. Et vous savez quel choix elle a fait? Elle a fait le choix de faire normal sup en l'occurrence, mais dans la filière maths, parce qu'elle s'est dit la philo je le ferai après. Alors si je fais la philo et pas les maths et la physique, je serai largué. Donc elle a préféré faire d'abord des études scientifiques et après rajouter une compétence en sciences humaines. Et c'est comme ça qu'elle a pu faire les deux et maintenant elle fait les deux. Olivier, il faut vraiment qu'on les... Et on a terminé. C'est bon. C'était la conclusion. Hein. C'était la conclusion. Pour retomber sur nos pattes à peu près pile poil en 2 heures. C'est ce qu'on avait prévu, on avait prévu de tout faire en 2 heures. Et si vous avez la patience, vous pouvez lire le bouquin que j'ai sorti ce matin, à 8h du matin, qui fait 500 pages et qui raconte tout ce qu'on a vu là, avec le texte, les photos, les références. Et vous pouvez le prendre par petites doses, il ne faut pas tout lire d'un coup. Il est gratuit, il est téléchargeable. Comment ? Mais non, vous pouvez y aller par chapitre. Ce qui est intéressant, c'est que ça rentre vraiment dans le détail de certains mots. Si vous voulez vous intéresser au spin des boutons, au calcul ou juste à l'ordinateur, il y en a qui seront peut-être intéressés à juste créer l'ordinateur et pas du tout aux algos. Il y a aussi ça d'intéressant. Donc chaque partie est vraiment détaillée et vous pouvez y aller en plusieurs. Il y a même des parties humoristiques à la fin pour ceux qui ont été jusqu'au bout. Ouais, vous verrez qu'il y a tout ce qui est fumisterie quantique et c'est là où vous verrez qu'il y a beaucoup de faux médecins quantiques, etc. Ouais, tous ces bouquins-là qui existent, c'est de la médecine quantique, c'est n'importe quoi. Hein, ça existe tout ça, ça ne marche pas.
On a même trouvé une formation aux soins quantiques équins, pour soigner de manière quantique les 2500 chevaux. € pour sauver vos chevaux avec un truc qui marche aussi Et bien. ça, c'est des fausses sciences, c'est de l'ésotérisme. Ça n'existe pas. Voilà, merci à vous. Est-ce que vous avez plu? Oui. Vous avez écouté, ouais.